Je vais maintenant inviter Alexia Zucchello à rebondir sur la présentation de Kevin et nous exposer plus en détail comment on peut gérer en pluridisciplinarité la prise en charge de la douleur. Donc je me présente, Alexia Zucchello, je suis pédicure podologue, je suis aussi doctorante en santé publique et chef de projet e-parcours. Qu'est-ce que c'est que le e-parcours? C'est en fait la construction de parcours et l'intégration du numérique en santé pour sécuriser les données. Donc je remercie l'URPS PACA d'avoir organisé sa journée parce que moi ça me permet en fait de re-questionner mon sujet de thèse avec ma pratique professionnelle de pédicure podologue. Donc mon sujet en fait de thèse, c'est la co-construction d'un projet pluripartenarial comme moyen de développement de la réflexivité et de la coopération entre des acteurs en santé. Et l'exercice auquel je me suis attelée aujourd'hui, en fait, c'est de réfléchir comment est-ce que mon sujet de thèse pouvait permettre d'apporter des pistes de réflexion pour l'amélioration de la prise en charge de la douleur en pédicurie podologie. Donc, je vais commencer par une introduction un petit peu plus générale sur le parcours de soins. Donc, on vous a parlé rapidement de l'approche centrée patient. Donc, l'approche centrée patient, c'est vraiment réintégrer le patient dans son parcours de soins, c'est-à-dire pas le mettre au centre, tout le monde autour et pas lui demander son avis, c'est vraiment le considérer en tant qu'un partenaire des soins à part entière. Donc c'est lui aussi qui gère sa santé. Donc le parcours de soins aussi, c'est une approche pluriprofessionnelle, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte tous les professionnels, qu'ils soient du social, du médico-social ou du sanitaire. Et il faut savoir qu'actuellement, la littérature met quand même en avant, au niveau de la douleur, qu'elle reste peu entendue, surtout quand on est une femme ou une personne âgée. Alors, si on présente en plus des troubles psychiques ou psychiatriques, c'est encore pire. Donc voilà, il reste quand même beaucoup de travail à faire sur la prise en charge de la douleur. Sachant que pour cette prise en charge, il existe de nombreux intervenants, des centres spécialisés, beaucoup de ressources, mais en fait, en pratique, notamment en pratique libérale, on peut en fait se sentir seul dans cette pratique et on peut se sentir démuni. Comme je vous ai dit, en fait, la douleur chronique, on ne peut pas faire seul. Il faut faire avec la personne, et la HAS, dans sa recommandation en 2023, le remet en avant. Elle rappelle que la prise en charge d'une personne donc présentant une douleur chronique doit être élaborée et mise en œuvre avec son accord et sa participation. Cette prise en charge peut, en effet, nécessiter un changement de son mode de vie, un reclassement professionnel ou un engagement dans un nouveau projet de vie. Donc là, on voit vraiment la prise en charge de tous les acteurs de la santé dans un sens large. Et pareil, donc la HAS fait, je ne vais pas rentrer dans les détails du schéma de recommandation en fonction des niveaux de douleur, mais en fait on voit qu'on ne peut pas faire sans les autres acteurs et donc il faut réfléchir la place du pédicure podologue dans la prise en charge de la douleur. Donc là, je vais faire un peu le lien avec mon sujet de thèse que je vais vous présenter rapidement. Donc en fait, il faut savoir que j'ai travaillé sur l'accompagnement à l'autonomie en santé. L'accompagnement à l'autonomie en santé a été intégré dans la loi via la loi HPST en 2008. Seulement, en fait, elle a été très peu... il n'y a pas eu de définition qui lui a été donnée et elle n'a pas eu de mode de rémunération. Ce qui fait qu'actuellement, il existe des pratiques d'accompagnement à l'autonomie en santé qui sont très hétérogènes et qui ne visent pas toute l'autonomisation des personnes. Donc la loi de modernisation de santé de 2016 est passée par là et s'est dit, bon, il faut retravailler cette notion. Donc il y a une expérimentation au niveau national qui a été mise en place. Donc il y a 28 projets qui ont été sélectionnés, dont un projet qui est le projet accompagnement évolutif et solidaire, ACESO, sur lequel j'ai travaillé. Ce projet, il avait comme objectif d'améliorer les pratiques d'accompagnement à l'autonomie de façon à ce qu'elles soient participatives, donc singularisées, donc elles s'adaptent vraiment au parcours de vie de la personne, qu'elle l'intègre comme un partenaire du soin, et que les acteurs en fait apprennent à travailler ensemble et coordonnent mieux leurs actions. Et moi, dans ce projet, ce que j'ai essayé de faire, c'est en fait d'évaluer le processus et les types d'apprentissage suivis par les partenaires. Donc comment ça s'est passé? Ma méthode de travail, c'est de la recherche qualitative qui était très proche de la sociologie. C'est-à-dire que j'ai fait 3 années d'observation participante où j'ai participé à l'ensemble des séminaires, des groupes d'analyse de pratique, des groupes de travail, des colloques, à la fois en tant que partenaire du projet, mais aussi en tant que chercheur.
J'ai pu réaliser 14 entretiens individuels, 10 focus group et j'ai tenu un journal de bord. Le journal de bord, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment en fait le suivi de tous les faits marquants qui s'est passé pendant le projet et des interactions entre les acteurs. J'ai aussi en fait recueilli tous les matériaux dits froids, donc tous les documents, les comptes rendus, tout ce qui avait été produit au sein du projet pour l'analyser. Et de manière régulière, en fait, je faisais des analyses tout au long de ces 3 ans d'observation que je présentais aux acteurs pour savoir s'ils étaient d'accord avec mes résultats. Et en fait, on parle donc d'objectivité via multiple sources of evidence. Donc ça, c'est la littérature qui le met en avant et ça permet en fait une triangulation des données. C'est avoir des données de différents points de vue et de différents acteurs, de différentes méthodes, afin de pouvoir valider les résultats. Donc au niveau des résultats que j'ai pu mettre en avant, donc au niveau des apprentissages, le fait d'avoir participé à ce projet participatif avec des temps d'analyse de pratique, ça a permis que les acteurs en fait confrontent leurs différentes perspectives et ça a permis 3 types d'apprentissage que j'ai rangés dans des apprentissages pratiques avec l'identification et la mise en œuvre de nouvelles solutions, notamment en fait l'intégration des temps de convivialité au sein de leur structure ou la mise en place de temps d'analyse de pratique, c'est-à-dire qu'il y avait très peu de temps qui était mis en place avant le projet et donc ça a été intégré de manière courante dans les différentes pratiques. Ça a un apprentissage de la coopération avec l'identification de cadres de coopération plus adaptés et en fait les partenaires ont appris à échanger à la fois des ressources matérielles mais aussi humaines. Et c'est surtout un apprentissage de la réflexivité avec la prise de conscience de ces représentations. Parce que quand on est face à un accompagnement, en fait, on se rend compte que on n'a pas tous le même point de vue de la situation de la personne et qu'une personne va peut-être se focaliser sur l'âge, l'autre sur son mode de vie. Donc, ça a permis en fait de se rendre compte qu'il fallait faire attention à ça et rester vigilant et réflexif vis-à-vis de sa pratique. Donc de manière plus fine, ça a permis de se questionner sur ce qu'est une bonne pratique, se questionner sur ses pratiques et ses limites, reconnaître tous les types de savoir et que les connaissances évoluent, identifier les difficultés partagées et les besoins de formation, changer de paradigme et de posture. Donc c'était sortir d'une posture un peu anciennement paternaliste pour aller vers plus une posture de partenariat et donc identifier en fait ce qui marche dans les autres structures, pouvoir se dire comment est-ce que je pourrais l'adapter dans ma structure, tester et voir si ça marche et si ça marche, l'adopter et si ça marche pas, tester autre chose. Donc pour revenir avec alors mince, il manque une diapo, donc j'ai essayé de faire le lien avec la prise en charge de la douleur et nos pratiques professionnelles, donc c'est-à-dire sur l'apprentissage pratique, c'est-à-dire identifier ce qui est fait dans d'autres cabinets ou par d'autres professionnels pour la prise en charge de la douleur, ça peut être intéressant parce qu'on peut identifier des pistes de travail, voir comment une autre personne met en place un soin pour qu'il soit moins algique. Au niveau de l'apprentissage de la coopération, donc c'est-à-dire de pouvoir identifier donc par de l'analyse de pratique d'autres acteurs qui prennent en charge la douleur, ça permet à la fois en fait d'identifier un réseau de partenaires vers lequel orienter, mais ça permet aussi d'avoir accès à d'autres ressources qu'on n'aurait pas accès dans notre profession. Et enfin sur les temps de réflexivité, en fait dans notre vécu, on a tous eu affaire à la douleur, on a tous des subjectivités face à la douleur, on fait des soins douloureux et c'est important en fait de garder cette réflexivité et ce recul parce que même quand c'est dans notre pratique courante, on gère beaucoup de douleurs, nos soins sont douloureux et ça peut devenir en fait un peu banal et donc ça il ne faut pas tomber dans cette banalité-là de la prise en charge de la douleur, donc il faut rester toujours réflexif et ces temps de prise de recul sont intéressants. Donc pour conclure, donc ce qui peut nous intéresser dans les dynamiques collaboratives pour la prise en charge de la douleur, c'est sortir de sa représentation de la douleur, mieux la reconnaître, mieux l'entendre, construire une relation de confiance pour favoriser l'expression de la douleur, parce que c'est pas toujours évident pour la personne de dire qu'elle a mal. Ça reste quelque chose aussi où on peut se sentir jugé ou se dire si j'exprime ma douleur, je peux paraître pour quelqu'un de faible. C'est repenser sa relation aux soins vers le partenariat patient pour une meilleure prise en charge et c'est travailler avec les autres acteurs pour construire des parcours de prise en charge de la douleur.
Donc, ce qu'on visualise bien dans la pratique de la douleur chronique avec les lombalgies, où on se dit où du coup on va plus facilement vers une autre orientation, vers le kiné, vers l'ostéopathe, c'est aussi dans la douleur aiguë, sur un soin douloureux, donc l'incarné où on sait que la personne revient régulièrement, il y a moyen de voir avec le médecin s'il peut lui prescrire des antalgiques en amont, si on peut mettre de la pommade, si des exercices de relaxation en amont du soin, ça permet de diminuer la douleur. Donc en fait, c'est vraiment réfléchir avec les autres acteurs pour cette prise en charge de la douleur, qu'elle soit chronique ou aiguë. Sachant que là, je vous ai mis un petit flyer sans rentrer dans les douleurs, mais la douleur doit être prise comme un signal d'alerte pour le patient. Et en fait, c'est une recommandation maintenant que le patient ou la personne malade puisse parler de sa douleur. Et sachant qu'on a aussi notre petit flyer en tant que professionnel, ça devient en fait une obligation d'entendre la douleur du patient, de la reconnaître, de l'identifier en tant qu'un signal et du coup de la prévenir, de l'évaluer et de la prendre en charge correctement. Donc là, c'est quelques sites utiles qui reprennent en fait la prise en charge de la douleur et les recommandations actuellement de bonnes pratiques pour cette prise en charge. Et je vous remercie de votre attention et je reste disponible s'il y a des questions. Alors, merci beaucoup Alexia pour cette présentation. Et c'est vrai que des choses aussi simples que pour les patients, on pense que pour eux c'est presque, ça coule de source de parler de leur douleur et pour nous ça coule de source de l'entendre. Et on va voir que des choses aussi simples, c'est pas forcément si simple que ça, même dans des cabinets où les gens viennent pour qu'on s'occupe de leur douleur.